Donc, comme vous l'avez bien vu, ce soir, le live va tourner autour du sujet passionnant des chakras et de l'aura, de leur rôle, des déséquilibres qu'on va identifier et comment rééquilibrer tout ça dans notre vie au quotidien. Et puis à la fin, pour les personnes qui le souhaitent, il n'y a aucune obligation bien sûr, sera proposé un rééquilibrage énergétique collectif à distance. Donc voilà, restez jusqu'à la fin si vous avez envie de bénéficier des bienfaits de ce rééquilibrage. On va attendre encore un petit peu et après je vais commencer cette conférence. Merci en tout cas à tout le monde d'être présent. Bienvenue, je suis ravi de vous voir. Alors ce soir, la conférence va traiter du sujet suivant, chakra et aura, déséquilibre et clés pour leur guérison. Alors d'abord, les chakras, l'aura, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce qui fait que ils partagent quelque chose en commun, c'est que ce sont des centres d'énergie. Et ces centres d'énergie sont hyper importants pour nous parce qu'en fait, quand nos chakras et notre aura sont équilibrés, ils participent aussi à l'équilibre de notre corps physique, de notre émotion, de notre sphère émotionnelle, de notre sphère mentale et de notre sphère spirituelle ou psychique. Ce qui fait qu'en fait, si tout ça est équilibré, c'est équilibré aussi dans notre vie. Bonsoir Marielle. Donc on va voir à quel point c'est super important de savoir déjà que ça existe, nos chakras et notre aura, et de savoir comment on peut faire pour l'équilibrer dans notre vie au quotidien. Alors il faut savoir que donc, ces centres d'énergie en fait, sont reconnus par des dizaines de traditions de par le monde. Et ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période où les recherches scientifiques, on va le voir, rejoignent les constats des sociétés traditionnelles sur l'existence des chakras et de l'aura. Par exemple, pour les chakras, il faut savoir qu'il y a eu énormément de travaux, notamment chez les Américains, les Russes, les Japonais. Vous avez notamment la prestigieuse Université de Stanford aux États-Unis, avec le chercheur William Tyler, qui s'est rendu compte que les chakras, en fait, étaient des antennes réceptrices et émettrices d'informations et d'énergie. Donc, en fait, c'est une immense antenne, quoi. On reçoit de l'information à l'extérieur et on en envoie dans le monde environnant. Également, une autre chercheuse, Valérie Hunt, s'est rendu compte qu'en fait, plus nos chakras étaient développés et équilibrés, plus notre éveil spirituel était grand, en fait. Éveil spirituel, pas au sens forcément religieux, mais au sens de l'ouverture à toutes les dimensions de notre être. Et au-delà du fait que les chakras sont des antennes réceptrices et émettrices d'informations, elles sont aussi des zones de transformation d'énergie. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état dans lequel on est, vibratoirement, ça va transformer l'énergie et faire que, par exemple, si nous sommes bien, on va transformer les vibrations basses et les faire monter. À l'inverse, quand nous sommes mal, eh bien, des vibrations hautes vont descendre et nous plomber. D'où l'importance d'équilibrer tout ça. Alors, on va voir ensemble comment, d'abord, quels sont les différents chakras et comment, très simplement, on peut déjà participer à leur équilibre, mais aussi détecter ce qui ne va pas, en fait, hein, au niveau des chakras. Bonsoir tout le monde, bonsoir Muriel, bonsoir Pascal. Bienvenue, merci pour votre présence. N'hésitez pas à interagir, à poser des questions si vous en avez. Alors, au niveau de nos chakras, donc déjà comprendre on a 7 chakras principaux qui sont tous situés tout le long en fait, d'une zone qui est située autour de la colonne vertébrale. On appelle chakra en fait en sanskrit, ça désigne en fait des vortex. En fait, ça a des formes de vortex d'énergie donc qui tourbillonnent. Et ces 7 chakras, en fait, chacun renvoie des dimensions différentes de notre être. Le premier chakra, c'est le chakra racine. Il est en position verticale et il fait pénétrer l'énergie en bas, fait monter en fait les énergies vitales telluriques vers tout le reste de notre corps en fait. Il est situé entre les parties génitales et l'anus. Et donc quand ces énergies vont pénétrer, en fonction de l'équilibre que nous avons à ce niveau-là, eh bien ça va être plus ou moins harmonieux ou plus ou moins déséquilibré. Ce chakra racine, lui, il renvoie à quelque chose d'important, il renvoie à notre identité.
Il renvoie à l'enracinement que nous avons dans cette incarnation, à la sécurité, au sentiment de sécurité que nous avons. Il renvoie aussi à la notion importante qui est la notion d'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est? L'ego, en fait, c'est une chose toute simple, c'est les fondements de notre personnalité, les bases, en fait, parce que sans ego, il n'y a pas d'incarnation. Sans ego et sans fondement de personnalité, je ne peux pas me différencier de tel autre être humain en face, de telle personne, de tel animal ou de l'arbre que je vois. Euh, Autre chose, ça renvoie aussi à vraiment l'enracinement qu'on a dans cette vie-là. Et à l'inverse, quand il y a des déséquilibres au niveau du chakra racine, eh bien par exemple, on peut avoir des troubles de la personnalité. On retrouve notamment des chakras racines très déséquilibrés dans tous les troubles de la personnalité de type psychotique. Vous verrez en paranoïa, en psychose maniaco-dépressive, en schizophrénie. Les personnes ont du mal dans leur identité à bien s'intégrer, à bien intégrer la personnalité dans cette vie-là d'aujourd'hui. Mais du coup, hop, ça va zouille en fait. Alors comment faire pour équilibrer de manière très simple en fait ce chakra? Parce que quand je fais des rééquilibrages de personnes à distance, parfois je me rends compte que des gens qui ont des grosses ouvertures au niveau spirituel ont parfois du mal à s'ancrer. En fait, ce sont des personnes souvent qui, notamment en Occident, on a une tendance à penser que le bas, en fait, les chakras du bas, c'est pas très important, c'est moins valorisant que les chakras du haut qui sont plus nobles, et surtout en bas, on assimile ça un peu à les énergies d'en bas de la terre divine, c'est un peu l'enfer. Donc on préfère se focaliser sur les chakras du haut qu'on va voir. Du coup, les chakras du bas, on s'en fout. Ou alors, il peut y avoir aussi des sentiments de fuite. Se dire, par exemple, cette incarnation, moi, elle m'ennuie profondément. Du coup, je me perds un peu dans l'intellect ou dans les visions spirituelles, dans les mondes spirituels, choses comme ça, et j'oublie de m'incarner. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir une vie spirituelle équilibrée si on n'a pas des chakras du bas, des chakras telluriques bien solides. Parce que l'incarnation fait que la vie se passe ici, hein, dans la 3D. Même si la 3D, donc la 3 dimensions, ce n'est pas la finalité, ce n'est qu'une illusion que nous créons pour vivre une incarnation. Mais si on ne joue pas le jeu, si on se dit, si moi je me dis pas, bon ok je m'appelle Fabrice, si je dis non non c'est pas vrai, je suis pas Fabrice, je suis pas un être humain, je suis un lampadaire, bon mais ça va pas le faire au niveau identité, ça va pas le faire du tout. Donc il faut accepter de s'incarner. Et un truc simple, moi que j'ai remarqué, hein, qui est vraiment super efficace pour retrouver de l'enracinement, eh bien c'est une chose toute simple, c'est la nature. Se retrouver dans la nature. Ça c'est quelque chose qui coûte rien, c'est gratuit. Et passer 15 à 20 minutes par jour dans la nature, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça permet aux personnes qui ont du mal à s'incarner, personnes qui ont du mal à se sentir bien, de, de retrouver vraiment un enracinement solide, quoi. Voilà. Deuxième chakra, le chakra sacré qui se trouve 2 doigts en dessous du nombril. On pourrait dire, si on devait prendre une expression, on dirait je ressens. Ça renvoie à tout ce qui est plaisir, goût de la vie, créativité. C'est vraiment le chakra de la sensorialité. Euh, quand ça va pas, quand ce chakra va pas, c'est que souvent, soit on s'oublie, soit on oublie de se faire plaisir, soit on est trop centré sur le monde extérieur et on oublie vraiment ce qui nous fait plaisir. Parce que on vit dans une société où en fait, on est dicté par les désirs et les plaisirs de la société. Vous allumez la télé, vous regardez 5 minutes les pubs, on va vous dire ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut détester, ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut bouffer, ce qu'il faut boire. Sauf que ce qui vous convient à vous ne convient pas au voisin, ce qui vous convient à moi ne convient pas à l'autre. Et donc, l'idée, c'est de retrouver des plaisirs pour nous, retrouver nos propres désirs aussi, et pas les désirs qu'on nous impose. Parce que sinon, eh bien, en fait, on va vivre dans la frustration ou dans des désirs un peu vides, en fait. Des désirs que je vais appeler fast-food. Voilà, vous allez vous manger d'hamburgers et puis en sortant, en fait, vous êtes frustré. Donc, ce chakra-là, c'est vraiment le chakra où on est vraiment invité à retrouver ces plaisirs simples de la vie. Surtout après 2 années où en fait on a été ballotté à droite à gauche, où
on a subi beaucoup de choses. Des personnes ont très mal vécu les confinements. On s'est fait enfin, un peu traiter difficilement, quoi. Donc l'idée, c'est de retrouver vraiment les plaisirs de la vie, retrouver la créativité aussi. Parce qu'en fait, c'est un chakra qui renvoie aussi à l'aspect créatif. On est tous des êtres créatifs dans notre vie. Il n'y a pas les artistes d'un côté, puis le commun des mortels de l'autre. On est tous créateurs de notre vie. Et à ce titre, eh bien, vraiment, voyez-vous comme des créateurs pleins et entiers de votre existence. Imaginez qu'à la naissance, en fait, votre vie, c'est une immense toile blanche sur laquelle, en fait, tous les actes que vous avez posés sont les actes de l'artiste que vous êtes. Donc, reprendre conscience qu'en fait, on est vraiment des artistes de notre vie et que la moindre des choses qu'on peut faire, par exemple, quand vous faites un plat, mettez-y de l'amour et mettez-y un sens artistique. Et ça va vraiment vous redonner des plaisirs simples et remodeler cet aspect artistique chez vous. Donc, on peut aussi, pour retrouver un équilibre au niveau de ce chakra, se lancer dans des activités artistiques, par exemple le chant, la musique, le théâtre. euh, Surtout si on a une petite appétence mais qu'on est un peu timide et qu'on n'ose pas, il faut y aller, faut se lancer. Vous allez voir que ça va faire beaucoup de bien à votre chakra sacré. Troisième chakra, le chakra du plexus solaire, qui est à peu près 5 doigts au-dessus du nombril, lui renvoie à je veux. C'est le chakra de la volonté. Volonté, pouvoir personnel, capacité d'agir. C'est le chakra de l'action. Souvent, on l'assimile à la couleur jaune. Le premier, le racine, c'est rouge, le deuxième, c'est orange, celui-là, c'est jaune. Alors, je me souviens, j'avais fait une conférence en 2019, à l'époque où on faisait plus de conférences en vrai, ça paraît loin tout ça, et c'était à l'époque où il y avait les gilets jaunes. Donc, je ne suis pas en train de vous parler c'est bien, c'est pas la question. Euh, et c'est vrai que spontanément, ça m'est venu, mais je me suis dit, mais en fait, le jaune qui renvoie à la volonté, le pouvoir personnel. Et ce mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas de hasard si on a choisi cette couleur. Parce qu'en fait, les gens qui sont lancés dans ce mouvement-là voulaient se réapproprier leur pouvoir personnel, avaient envie de retrouver de la volonté à s'exprimer, voulaient être écoutés. Et comme il n'y a pas de hasard dans l'univers, eh bien, ça a été le jaune. Donc le jaune, c'est vraiment, et c'est la couleur et c'est le chakra de ce pouvoir personnel. Alors quand je dis pouvoir personnel, c'est pas, faut pas que ça soit connoté, faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, parce que souvent, moi, je croise beaucoup de gens qui n'osent pas prendre pleinement leur place dans leur vie en se disant, ouais, mais si j'exprime mon pouvoir personnel, ça va être au détriment des autres, je veux pas être un dictateur. En fait, faut différencier la notion de pouvoir personnel et la volonté d'influencer les autres négativement. Jouer pleinement son rôle, instaurer son pouvoir personnel, c'est comme si vous étiez en fait dans une bulle et que vous aviez envie de faire grandir votre bulle sans prendre la place des autres. Simplement faire en sorte que chaque bulle de chaque être humain se croise. Et moi, mon but, c'est de prendre ma place, sans prendre la place des autres. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, je passe à l'action et je m'exprime. J'exprime ce que je veux au fond, je n'attends pas. Ça renvoie encore à ce que je vous disais sur les plaisirs qu'on cherche à nous imposer dans les médias ou quoi. Euh, Faites ce que vous avez envie, ce qui est juste pour vous. Vraiment, on sort de décennies en fait où on avait la tête dans le formol. Peu de gens s'en rendaient compte et il y en a de plus en plus. Le réveil est un peu douloureux. Ah, c'est un peu comme un lendemain de cuite après une fête avec des potes. Vous dites, mon Dieu, c'est horrible, on me prend pour des couillons, en fait, j'ai pas le droit de m'exprimer, tout ça est... L'univers médiatique dans lequel je suis est un peu fake. Oui, c'est vrai, mais ça fait très longtemps que ça existe. Et bien maintenant, c'est le moment de nous exprimer, nous, et d'exprimer vraiment ce que l'on désire. Et si vous ne l'exprimez pas vous, personne ne le fera à votre place. Et, euh, et n'attendons pas d'avoir totalement confiance pour se lancer. Parce que là aussi, c'est l'erreur, c'est de se dire, euh, tant, que- tant que ça ne sera pas parfait, je ne pourrai pas me lancer. Alors que non, il faut se lancer à un moment, quitte à se rater un petit peu, et après on rétablit les choses. Moi, je vous donne un exemple personnel. Quand j'étais enfant, j'étais hyper timide. C'est-à-dire que quand j'étais à la maternelle, moi je parlais à personne, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte à l'âge de 16 ans que en fait le monde que je croyais cruel, tout ça, en fait, c'était dans ma tête, hein. Je pensais que les gens, ils allaient me juger et tout, mais en fait, on s'en fout, quoi. Sinon, si j'attendais d'être parfait pour faire des lives, je ferais jamais de live. Donc pour vous, c'est pareil, en fait, lancez-vous. Et,
La plupart des gens sont bienveillants et les rares gens qui vont vous critiquer, de toute façon, quoi que vous fassiez, ils vous critiqueront. Donc autant faire ce qu'on veut. Donc c'est l'idée à retenir. Lancez-vous et faites vraiment ce que vous aimez parce que vous ferez du bien à ce chakra-là. Voilà. Donc ça, ces trois chakras, le racine, le sacré et le plexus solaire, renvoient au chakra tellurique du sol, de la terre, vraiment de l'aspect sensoriel des choses. Très très important pour être équilibré dans notre incarnation. Maintenant, le quatrième chakra, celui qui fait le lien entre le tellurique et le cosmique, c'est le chakra du cœur. Vous voyez ce point qu'il y a à égale distance des deux tétons. Ce chakra du cœur, ça renvoie à tout ce qui est amour, pour soi et pour les autres, compassion, ouverture d'esprit. Alors ce chakra-là, il n'est pas facile à équilibrer parce qu'en fait, il dépend d'une chose essentielle, c'est de trouver la juste place dans l'amour pour soi, sans tomber dans le narcissisme, qui est en fait un amour uniquement tourné vers soi, mais vraiment un amour juste pour soi, qui permet de s'estimer à la juste titre. Et sans ça, ben, on peut difficilement s'ouvrir au monde et aimer les autres. Et le problème, c'est que ça, cette estime de soi, cet amour de soi, on ne nous l'apprend pas à l'école et on est très, très tributaire en fait de l'amour qu'on a reçu dans l'enfance souvent et nos parents eux-mêmes ils ont fait avec les moyens du bord, hein. Parfois on a eu des enfances plus ou moins cabossées et dans ce cas-là eh ben, en fait on a un mal fou à gérer ce chakra du cœur, on ne sait pas comment faire. Soit on est dans le manque d'amour et du coup ben, on va être dans le, comme disent les Anglais, dans un mode needy, toujours dans le besoin de plaire, le besoin de rechercher l'amour. Soit au contraire, on a, on a souffert et du coup on est sur la défensive et on n'ose pas donner de l'amour parce que si on se dit je donne de l'amour, je vais souffrir. Alors qu'en fait, l'idée c'est vraiment de donner de l'amour dans tout ce qu'on fait. Parce que euh, même si les gens ne vous le renvoient pas, c'est pas grave parce qu'en fait, si vous donnez de l'amour en espérant quelque chose en retour, c'est que vous faites du calcul. En fait, c'est du mercantilisme, ça. Quand vous dites, ah ben moi je vais payer un coup à quelqu'un en espérant qu'il me rende un service, en fait, on n'est pas dans l'amour là. On est dans une relation commerciale. Donc déjà, si vous donnez, comme là, vous voyez, là, je fais une conférence, ben ça me fait plaisir. Je ne vais pas commencer à me dire, je fais ça parce que derrière, je veux ça. Il faut donner. Et si les gens en retour, ils vous donnent pas ce que vous espérez, c'est pas grave. Mais quoi qu'il arrive, l'univers n'étant que interaction, résonance, quand vous envoyez quelque chose de positif, à un moment, ça vous reviendra sous d'autres formes. Et c'est un immense jeu de ping-pong, en fait, l'univers, hein. On se répond, c'est comme des vagues en fait, hein. On envoie une vague, chut, elle revient, ou du squash, en fonction de la qualité de la balle que vous envoyez sur le mur, va dépendre de la qualité de la balle qui vous reviendra. Mais il ne faut pas calculer. Voilà. Il faut donner sans calculer. Ça ne veut pas dire comme ça, démesurément, mais il faut donner. Parce qu'en fait, il y a que ça qui compte. Au final, il n'y a que l'amour qui compte dans tout ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas imaginer vibratoirement, énergétiquement, la différence qu'il y a entre deux plats d'un cuisinier. L'un fait avec amour, l'autre fait alors que la personne était vraiment dépressive. C'est les mêmes plats, mais énergétiquement, c'est pas les mêmes et la qualité des aliments sera pas du tout la même. Voilà. Donc ça, c'est super important. Et sachez aussi que si nous sommes vraiment équilibrés, on n'y est pas encore, j'allais dire, au niveau collectif. Ça peut se faire au niveau individuel, mais si on est vraiment équilibré, quand on vit des émotions, donc quand on les vit sur le pôle émotionnel en bas, ou quand on a des pensées qui nous traversent sur le pôle intellectuel, donc les trois chakras du haut, si on est bien équilibré, on devrait tout passer au tamis du chakra du cœur. Parce que ce chakra du cœur donne en fait la juste intonation, la juste coloration des choses. Si on est trop en bas, on est trop sur l'émotionnel. Si on est trop en haut, c'est trop sec. On reste sur la sphère intellectuelle et c'est pas bon non plus. Donc l'idée, c'est de faire passer les idées du haut et les émotions du bas par par ce chakra du cœur qui va donner la coloration juste en fait. Voilà. Comme dit Saint-Ex dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est vraiment ça, parce que c'est lui qui donne la vision juste, hein. Si on est sur l'émotionnel, ça va pas le faire. Et sur l'intellectuel, il va manquer cette notion un peu affective. Voilà. Si vous avez des questions. Bonsoir à tout le monde depuis que vous êtes arrivé. Merci d'être présent. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Alors, maintenant, on va attaquer les chakras du haut, les chakras de la sphère intellectuelle. On a d'abord le chakra de la gorge, là.
qui renvoie à je communique, communication, expression, sincérité. Celui-là aussi, il n'est pas simple parce qu'en fait, on ne nous a pas appris à communiquer de manière juste, c'est-à-dire exprimer la bonne idée, la bonne émotion au bon moment à la bonne personne. Soit on nous a dit tais-toi, ça se fait pas en société de pleurer ou de rire ou d'exprimer sa colère, soit au contraire, on va sombrer dans ce que j'appelle moi la société drama queen. La société drama queen, en fait, c'est que tu sois un homme ou une femme, tu passes ton temps en fait à hystériser tes émotions, tout en perdant la notion du tragique. C'est-à-dire, rien n'est tragique, mais, euh, mais tout est dramatique. Et ça va pas du tout non plus, parce que tout n'est pas dramatique dans la vie. Faut arrêter, quoi. Donc, l'idée, c'est de. Je vis une émotion, bonne ou mauvaise, positive, je suis joyeux, je suis colérique, je l'exprime. Et ça, rien que ça vous change la vie. Parce que si vous gardez vos émotions, ça va s'empiler en fait comme des gros tas d'énergie. Moi, je le sens quand je fais des rééquilibrages aux gens, hein. Celui-là, le chakra de la gorge, c'est pas rare qu'il soit bloqué parce qu'en fait, on garde tellement de trucs, hein, que ce soit du transgénérationnel, des antécédents familiaux, des non-dits dans le couple, entre amis ou ça, qu'à un moment, il faut que ça sorte. Et en général, quand ça sort pas de manière très équilibrée. Donc l'idée, c'est peut-être, oui, de retrouver cette capacité à exprimer ses émotions, tout simplement. Euh, ou tout du moins, si vous n'avez pas la possibilité d'exprimer vos émotions régulièrement, trouvez des moments pour le faire. Par exemple, je renvoie là encore à la nature. De temps en temps, allez bien vous rééquilibrer à la nature. Renvoyer à la nature toutes les énergies. Elle recycle ça depuis des millénaires. Donc, elle ne vous en voudra pas, hein. Si vous déposez ça à la nature, ou allez pousser une bonne gueulante, ça fait du bien aussi. Parce que garder des émotions, ça peut aller jusqu'à somatiser, jusqu'à se créer des maladies, hein. Donc ça peut aller loin. Alors, question, comment savoir si nous sommes bien équilibrés au niveau des chakras? Alors, la question, ben, ça dépend si tu sais faire du clair ressenti, si tu sais te tester ou si tu sais utiliser un pendule, tu peux poser la question pour chaque chakra. Imagine sur un pendule que l'équilibre parfait, il est au milieu. Et tu poses la question, est-ce que mon chakra est équilibré? Moi, pour tester les chakras, je le teste comme ça, en fait, hein. Je me connecte à la personne et je teste pour voir s'il y a des énergies négatives. Sinon, il faut demander à un thérapeute qu'il le fasse pour toi, Elodie. Voilà. Soit tu as cette capacité qui se développe, on a tous cette faculté à avoir des informations sur soi ou sur les autres. Soit tu le fais en testant énergétiquement comme ça, tu peux poser la question. Tu testes par exemple, tu poses la question, comme ça tu te dis mon chakra racine, est-ce qu'il a des énergies négatives, oui ou non? Moi, je fais ça et je sais à peu près si la quantité d'énergie négative qu'il y a. Sinon, tu peux le faire au pendule. Voilà. Euh, Sixième chakra, troisième œil. Je veux discernement, intuition, confiance. On parle souvent de ce chakra-là parce que on a cette image du troisième œil, un petit peu cet œil qui voit tout, qui voit plein de choses. Et c'est vrai que ce troisième œil, quand en fait on trouve le bon équilibre entre les facultés supérieures, donc imagination, créativité, tout ce qui vient de notre âme conscience, et le mental qui n'est que l'exécutant de tout ça, quand on trouve l'équilibre entre le haut et le bas, en fait, l'intuition se développe toute seule. On commence à avoir des flashs d'infos, c'est-à-dire qu'en fait, l'intuition, tout le monde en a, hein. Même celui qui est aussi intuitif qu'un arbre, il a des intuitions de temps en temps, sauf qu'il ne les écoute pas. Mais si vous écoutez un peu vos intuitions qui sont toujours justes, vous allez voir qu'au fur et à mesure, bien en fait, le troisième œil va s'ouvrir là. Et quand il va commencer à s'ouvrir, ben en fait, vous allez avoir de plus en plus de discernement sur les événements, le monde extérieur, sur les personnes. Je vous parlais tout à l'heure de plus en plus de gens se réveillent, se rendent compte qu'on leur raconte plein excusez-moi l'expression, de conneries dans les médias. Mais ça fait des décennies que c'est comme ça. C'est juste que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, du coup, ils paniquent un peu, quoi. En fait, quand tu as un peu d'intuition, tu te rends compte qu'ils te racontent absolument n'importe quoi, hein. Surtout en plus, hein. Comme disait Coluche, la seule chose qui est vraie dans le journal, c'est la date, hein. C'était il y a 40 ans, ça n'a pas bougé. Voilà. Mais ça, quand ton intuition se développe, tu sais intuitivement si en face on te raconte des conneries ou pas. Mais par contre, il faut faire la différence entre une intuition et un jugement mental. L'intuition ne juge pas. Elle dit pas c'est nul, c'est moche.
Elle te dit simplement, c'est juste, c'est pas juste, c'est froid, c'est chaud, c'est positif, c'est négatif. Dès que ça commence à interpréter, à dire, oh là là, c'est moche, c'est petit, c'est gros, c'est laid, c'est le mental qui s'invite. Voilà. Je suis pas en train de dire à la télé, c'est moche, je dis juste qu'à la télévision, sur les informations, ce n'est pas juste la plupart du temps, à part sur les événements sportifs encore. Mais voilà, donc tout ça, plus ton discernement, ton intuition se développe, en fait, tu vas avoir des infos justes et ça va te servir au quotidien dans ta vie, en fait, hein. Parce que quand quelqu'un en face va te raconter des carabistouilles, comme disent nos amis belges, bah, tu vas le sentir tout de suite. Bah, du coup, ça te permet de faire des bons choix. Ça, c'est super intéressant. Comment faire pour développer son troisième œil? Bah, vous pouvez faire, alors, je sais que l'occidental, on n'est pas trop fait pour des méditations super longues et tout, même s'il y en a qui en font, mais on peut faire des petites relaxations de quelques minutes. Euh, Vous pouvez par exemple imaginer, en fait, fermer les yeux et imaginer qu'il y a une lumière, il y a une lumière blanche qui descend comme une immense cascade comme ça, de haut en bas. Vous imaginez en fait qu'elle illumine tous vos chakras, du chakra du haut, qu'on va voir après, jusqu'en bas comme ça. Vous imaginez ça. Vous imaginez cette immense lumière. Vous allez voir que ça va bien, 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 bien vous aider à, au fur et à mesure, à bien aligner vos chakras et à les développer. Mais sinon, effectivement, la méditation ou un peu de relaxation, juste pour faire cesser le brouhaha dans la tête, sans avoir d'objectif. C'est pas une compète en fait de faire de la relaxation. Euh, Moi j'ai la chance, j'ai l'immense chance de vivre à la campagne. euh, Moi j'aime pas faire de la méditation assis ou quoi, c'est parce que c'est pas dans ma nature. Par contre, j'adore faire de la méditation active en marchant, en promenant 15, 20, 30 minutes de marche. C'est une méditation active qui me va super bien en fait. Et ça, en fait, à la fois tu fais le vide, mais le vide, ce vide-là, ce vrai vide, est propice à ouvrir l'espace de toutes les informations essentielles. C'est quand tu fais taire le brouhaha de la tête que tu commences à avoir accès à plein d'informations. Voilà. Septième chakra, le chakra coronal, à peu près une dizaine de centimètres au-dessus de la tête. Spiritualité, harmonie, illumination, quand tu arrives au bout. Bah, en fait, c'est un chakra en fait qui renvoie, c'est le couronne en fait. C'est vraiment celui qui permet de vraiment ouvrir à la spiritualité au sens réel, qui est en fait l'esprit en nous, c'est-à-dire de faire reliance en conscience avec notre part profonde. Souvent, on nous a dit, ouais, mais la spiritualité, alors soit c'est New Age, on est tous le New Age de quelqu'un ou tous le contre quelqu'un. Soit c'est trop religieux. Non, mais spirituel, tu peux être spirituel dans l'absolu et être athée ou agnostique. C'est juste partir à la recherche de ta part profonde. Voilà, sans aucun jugement. Après, l'être humain, il a besoin de ranger dans les cases ou quoi. C'est pas très important, ça. Ce qui compte, c'est vraiment de retrouver une part spirituelle en soi. C'est-à-dire cette part de nous qui est plus grande en fait que juste notre corps, nos émotions et notre pensée. Parce qu'il faut bien savoir qu'il y a une part de nous qui est au-delà de l'espace et du temps. C'est ce qu'on appelle l'âme conscience. Si vous avez des doutes là-dessus, je vous invite vraiment à vous pencher sur les travaux de Nassim Haramein, le physicien, du français Philippe Guillemant, qui est passionnant là-dessus. Ça va... En fait, il faut bien comprendre une chose, et ça, c'est un truc de dingue. C'est pour ça d'ailleurs c'est une période extrêmement passionnante de ta vie, mais en même temps de tension, c'est que il y a un écart d'à peu près un siècle entre ce que la science sait vraiment de l'univers et de l'être humain et de ce qu'on nous fait croire que l'on sait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez dans les journaux, dans les médias, l'être humain, pour eux, c'est toujours un être matériel, des pensées, des émotions, né du hasard et du chaos et qui va, on ne sait pas trop où. Alors qu'en fait, on sait très bien depuis la révolution de la physique quantique aux premières parties du XXe siècle que euh, tout n'est qu'énergie dans l'univers, tout n'est qu'information, et la moindre particule est dotée de conscience, est intelligente. Et que l'être humain est capable d'échanger des informations par-delà l'espace et le temps. D'ailleurs, les armées du monde utilisent les capacités extrasensorielles. Ce n'est un secret que pour nous parce qu'on ne nous l'apprend pas, mais il n'y a rien de plus banal que des capacités extrasensorielles, hein. Donc voilà, une fois que vous avez développé ça, et alors comment développer son chakra coronal? Eh bien, vous pouvez par exemple, quand vous faites une relaxation, une méditation, imaginer une fleur de lotus qui s'ouvre au-dessus de votre chakra couronne. La fleur de lotus est parfaite
pour l'ouverture du chakra couronne, puisque ça renvoie à la même forme au niveau de la fleur. Donc vous faites une petite relaxation, une petite méditation de 2-3 minutes, vous vous détendez comme ça, et puis vous imaginez une fleur de lotus qui s'ouvre comme ça. Et vous allez voir que si vous faites ça régulièrement, ça va finir de bien ouvrir votre chakra couronne. Voilà. Maintenant, parce que je suis certain, et c'est juste, c'est bien de pas tout croire ce qu'on vous raconte, ne croyez jamais tout ce qu'on vous raconte, moi le premier, testez, éprouvez les choses. Vous vous dites, bon, t'es gentil avec tes chakras et tout, mais est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que j'ai la possibilité d'accéder à tester un chakra? Eh bien, si vous êtes bien détendu, moi je vous invite, vous vous détendez comme ça, vous mettez bien les pieds, les deux pieds au sol, comme ça, vous prenez votre main comme ça, bien détendue, vous fermez les yeux, vous posez l'intention, je me connecte à mon chakra du troisième œil. Et vous rapprochez doucement votre main comme ça de votre chakra. Et puis vous l'arrêtez quand vous arrivez à 10, 15, 20 cm. Et vous testez comme ça. Et si vous êtes bien étendu, vous allez sentir qu'en fait, il y a quelque chose qui vibre en fait à ce niveau-là. Ouais, comme un vortex qui tourne. Vous voyez? Alors si vous n'y arrivez pas à le sentir du premier coup, vous vous détendez, puis vous recommencez. Vous allez voir qu'en fait, on le sent bien le vortex qui tourne. Alors, le troisième œil, c'est le plus simple à sentir parce qu'il est vraiment dans une zone qui est relativement aisée. Mais voilà, quelque chose de très très simple en fait. Je bois un petit coup d'eau. Alors, des questions avant qu'on attaque les corps subtils, Laura? Sinon, n'hésitez pas tout au long du live à les poser les questions. Donc voilà, dernière chose au niveau des chakras. Il n'y a pas de chakra plus important que les autres. Ils sont tous importants. Ils ont chacun leur rôle. Euh, Comme l'a attesté Valérie Hunt, qui est une chercheuse, elle a mesuré en fait des vibrations et chaque chakra vibre à une fréquence particulière. De la fréquence la plus basse, le chakra racine, à la fréquence la plus élevée, le chakra couronne. Chacun renvoie une dimension différente, mais ils ont tous la même importance. Si tu veux avoir une belle vie spirituelle, sois bien enraciné. Si tu veux avoir une vie bien incarnée, et aussi un chakra coronal qui est bien ouvert. Les deux se répondent en miroir en fait. Voilà. Maintenant, on va voir ensemble l'aura, les corps subtils. Alors, il faut savoir que là, c'est pareil, énormément de traditions ancestrales, plus d'une centaine en parlent. Nous, en Occident, on a souvent, dans les représentations religieuses, notamment orthodoxes, on a souvent ce petit cercle-là qu'il y a sur les saints, saints S-A-I-N-T, qui montre en fait l'aura en fait. On le voit sur plein d'iconographies, notamment orthodoxes, byzantines. Et il a fallu, au niveau scientifique, attendre les soviétiques en 1939 pour se rendre compte qu'en fait, il y avait, au-delà du corps physique, qui est une couche de l'aura, d'autres couches. En fait, c'est ce qu'on appelle l'effet Kirlian. Kirlian, du nom du soviétique, il a créé ce qu'on appelle l'électrographie. L'électrographie, dont les premiers travaux ont été mis en œuvre quelques dizaines d'années auparavant par le fameux Nikola Tesla, personnage ô combien passionnant. Et en fait, ce fameux Kirlian s'est rendu compte en fait qu'en posant des plaques, apparaissaient derrière des halos de couleurs tout autour de l'être en fait. Et ça l'a intrigué. Et en fait, les Russes, tout au long de l'époque soviétique, sont beaucoup penchés sur les perceptions extrasensorielles, alors que c'était une société très matérialiste, mais ils étaient assez fascinés par ça, parce qu'ils avaient des visées de leadership scientifique dans le monde face aux Américains. Et du coup, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, notamment de Korobkov, qui a développé encore les travaux de Kirlian. En France, le CNRS, il y a eu Georges Adjo avec Raymond Herren, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et on continue beaucoup à travailler là-dessus. Alors que ce qui est très marrant, c'est quand tu vas sur Wikipédia. Wikipédia, si vous cherchez quelque chose de juste, allez-y mollo, parce que et Wikipédia, c'est du open source, mais c'est contrôlé au niveau scientifique par les zététiciens, hein, donc les ultra-rationalistes. Donc vous allez voir que l'étude de l'aura, ils vont vous dire c'est de la pseudo-science, alors que bon, tu as des dizaines de travaux là-dessus. On n'avait plus à se poser la question là-dessus, mais bon, c'est pas grave. C'est comme pour plein de trucs, hein, bah, c'est comme pour les expériences de mort imminente. Ça fait des décennies que des dizaines de personnes, des scientifiques travaillent dessus, que des dizaines de milliers de personnes aux quatre coins du monde font des expériences,
que des gens vivent des expériences de mort imminente alors que leur cerveau est éteint, il y a encore des gens qui vous disent non mais ça n'existe pas, c'est le cerveau qui projette des images. Bon, au bout d'un moment, je crois qu'il y a des gens de mauvaise foi, voilà. Mais c'est comme ça, hein, on l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a des gens qui voulaient pas voir l'évidence, certains trucs, bon, mais c'est pas grave. C'est aussi parce qu'on remet en cause plein de croyances, de fausses croyances qui s'étaient mises en place dans nos sociétés. C'est difficile, quoi. Alors que moi, je suis persuadé que dans 50 ans, on parlera des chakras et de l'aura, comme on parle d'aujourd'hui des organes, quoi, du foie et tout. Euh, Moi, en tant que thérapeute, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est qu'on va le voir, l'aura, ça sert à quoi? L'aura, c'est notre enveloppe énergétique qui a 7 couches. 7 couches. C'est une enveloppe énergétique, mais ça permet aussi un dialogue privilégié entre le dedans et le dehors, entre l'être et son environnement. Et chaque couche de l'aura a un lien privilégié avec un chakra. Ce qui fait que quand par exemple quelqu'un est atteint d'un mal, d'une maladie, d'un déséquilibre, quel qu'il soit, eh bien, tu peux le sentir avant que ça vienne s'imprimer sur son corps. Donc vous imaginez si on mettait le paquet au niveau recherche scientifique, par exemple pour la détection de certains cancers ou quoi, qui apparaissent sur l'aura avant de s'imprimer in fine sur le corps physique, hein, parce que le corps physique, c'est la dernière zone où viennent s'imprimer toutes les problématiques, parce que notre corps, en fait, c'est un livre ouvert. Quand notre corps a besoin de s'exprimer et qu'on n'écoute pas, bah, il marque, c'est un bouquin en fait. Donc vous imaginez si on arrivait à, à développer une médecine du futur où on pouvait s'appuyer sur les travaux et sur l'aura pour anticiper et prévenir certaines maladies. J'ose espérer que ça arrivera parce que vraiment, on ferait un bond énorme en termes de progrès, quoi. Alors, donc l'aura, c'est notre enveloppe énergétique tout autour de nous. Elle permet un dialogue entre nous et l'extérieur. Elle permet de dialoguer à l'intérieur avec les chakras et tous les autres centres d'énergie que sont les méridiens. Ça nous envoie des informations, ça envoie des informations au cerveau, aux organes. Tout n'est que de l'énergie dans le corps. Et tout ça, et l'aura n'est jamais figée, que ce soit sa couleur ou que ce soit sa forme et sa superficie. Par exemple, quand tu te sens bien, par exemple, moi, quand je me promène dans la nature, je suis super bien. Du coup, je sens que mon aura s'étend comme ça, prend toute sa place. À l'inverse, si tu te trouves, par exemple, dans une zone vraiment comprimée, genre tu prends le métro à Lyon ou à Paris aux heures de pointe, ben, ton aura, en fait, va se restreindre, va se comprimer vers toi. Et alors que sa taille habituelle, c'est entre 30 et 40 centimètres chez l'être humain moyen, là, elle va se comprimer et venir vers 10-20 centimètres. Parce que il y a des gens qui vont rentrer dans ton cercle intime et du coup, tu vas te sentir mal à l'aise. Voilà. Donc, l'aura, en fonction des interactions et des informations que l'on échange avec l'environnement, bouge tout le temps, quoi, tout le temps. Tout le temps, elle est jamais figée, sa couleur aussi. Alors, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous parler des couleurs de l'aura parce que ça nécessiterait une conférence à elle seule, tellement c'est passionnant. J'en ferai peut-être une autre là-dessus. Mais sachez simplement que, en fonction de notre état d'esprit, euh, il y a des couleurs de l'aura. Généralement, parce qu'il y a des appareils qui permettent de prendre en photo l'aura. Moi, je connaissais notamment un médecin euh, dans le sud de la France qui prenait des photos d'aura. Euh, Souvent, quand tu prends une photo de l'aura, tu as une couleur dominante et puis tu as à côté une, deux, trois couleurs secondaires. Et ça varie en fonction de ton état d'esprit, ton humeur, ton rapport au monde, voilà. Et chaque couleur a sa correspondance lumineuse ou sombre. Par exemple, on peut être, si on est bien dans notre tête, avoir un vert bien clair ou un vert sombre. Un jaune bien clair, un jaune sombre. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des différentes couches de l'aura et des caractéristiques. À quoi ça renvoie? Alors, la première couche de l'aura, bah, c'est notre corps physique, tout simplement. Parce que, on le sait maintenant, tout n'est qu'énergie dans l'univers. Votre corps physique, en fait, ce n'est qu'une illusion, en fait, le fait que vous croyez que c'est matériel. C'est juste de l'énergie qui est plus dense. Mais si on pouvait faire un focus vraiment sur l'infiniment petit, vous verriez que votre corps physique, c'est qu'un immense vide avec des atomes autour qui font le lien. Et ce qui fait que notre corps tient, c'est entre les atomes, il y a l'énergie qui vibre comme ça. Et tout est en perpétuel mouvement. Notre corps physique, en fait, c'est la première couche. Symboliquement, c'est le véhicule de l'expérience. Donc ça veut dire que on est invité à prendre soin de notre corps physique. Ça ne veut pas dire qu'il faut
Le vénérer dans le sens, faut pas tomber non plus dans le côté exagéré, après chacun fait comme il veut. Mais si on est, c'est toute la justesse qu'il faut trouver entre s'aimer sans se vénérer de manière narcissique. C'est pareil pour le corps, il faut prendre soin de son corps, faire attention autant que possible à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, sans pour autant tomber dans l'obsession hygiéniste qui nous rend finalement malheureux. Mais prendre soin de son corps, parce qu'en fait, c'est le véhicule qu'on ne peut pas changer. Autant vous pouvez changer de voiture, enfin, si vous avez les sous, quand elle ne fonctionne plus, dans votre incarnation, quand votre corps vous plaît plus, vous ne pouvez pas en changer. Vous pouvez juste le modifier en perdant du poids, en faisant de la chirurgie esthétique, en vous coupant les cheveux, mais on ne peut pas changer de corps, quoi, en fait. Voilà, donc c'est le véhicule d'expérience, prenons-en soin. La deuxième couche, que souvent les personnes, si elles font un peu attention, arrivent à percevoir, c'est cette fine pellicule gris bleuté qui a juste au-dessus du corps physique, c'est le corps éthérique. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand j'organise des formations sur les chakras et l'aura, il n'est pas rare qu'il y ait des personnes qui arrivent à voir les chakras et l'aura. Et alors c'est fascinant parce qu'en fait, elles vous disent effectivement comment ça bouge, comment ça travaille, comment les couleurs changent et tout. Donc c'est super intéressant. Mais même sans avoir cette faculté de voir tous les corps subtils, si vous vous amusez, demain par exemple, vous vous mettez en plein jour une partie de votre corps ou votre main contre un mur blanc, si vous fixez comme ça tranquillement, vous allez voir au bout d'un moment que va apparaître une zone gris bleutée comme ça. C'est le corps éthérique. Et ce corps éthérique, en fait, c'est quoi sa fonction? Ben, le corps éthérique, en fait, permet à l'énergie vitale de circuler plus ou moins bien. Quand on est en bonne santé, quand l'énergie vitale fonctionne bien, via nos chakras notamment, de bas en haut et de haut en bas, eh bien, l'énergie vitale, les organes, le cerveau, le sang, tout ça fonctionne de manière optimale. Quand on est par exemple malade, on manque d'énergie, qu'on a une grosse maladie, qu'on a une grippe ou qu'on est dépressif, eh bien en fait, euh, ce corps éthérique va être affaibli. Du coup, bah, il faut en prendre soin parce qu'en fait, c'est un peu l'équivalent, c'est un peu notre batterie en fait. C'est un peu comme la batterie de la voiture, quoi. Donc, comment prendre soin de ça? C'est eh ben, c'est pareil, c'est prendre soin de ce que l'on mange, de bien dormir, de faire attention à ce qui rentre en nous, parce que c'est vrai on est une génération souvent qui avons mangé beaucoup de choses qui sont, j'allais dire, très industrielles et qui nous affaiblissent au niveau du système immunitaire. Donc l'idée, c'est de reprendre soin de nous, par exemple, de temps en temps, faire une cure de saison pour se nettoyer. Euh, donc, et une chose très intéressante au niveau du corps éthérique, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fameux membre fantôme. Le membre fantôme, en fait, quand par exemple, imagine une personne qui s'est fait couper un membre, par exemple le pied, une amputation suite à une gangrène, il n'est pas rare que la personne dise par exemple à son médecin, euh, ben, en fait, j'ai l'impression de toujours sentir mon membre. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, quand on te coupe ton membre au niveau physique, tu as le correspondant au niveau éthérique. Chaque organe a sa correspondance au niveau éthérique. C'est-à-dire que quand tu coupes une jambe, par exemple, la jambe au niveau physique disparaît, mais l'énergie au niveau éthérique continue. C'est pour ça que, en fait, notre cerveau, lui, il sent qu'il y a toujours quelque chose, parce que l'énergie au niveau éthérique continue à circuler. Et en tant que thérapeute, c'est important à savoir ça, parce que par exemple, quand on est confronté à une personne qui a été amputée d'un membre, si cette personne ressent des douleurs à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter à lui prodiguer un rééquilibrage énergétique, même si le membre n'est plus là au niveau physique, parce qu'au niveau éthérique, il est toujours là. Donc n'oubliez pas, chaque organe, chaque partie du corps au niveau physique a son correspondant au niveau éthérique. Merci à tout le monde, c'est gentil pour vos commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, on a tous la correspondance de chaque organe au niveau éthérique. Troisième corps subtil, troisième champ aurique, c'est le corps émotionnel ou le corps astral. Alors ça renvoie en fait à tout notre rapport aux émotions, aux sentiments, aux désirs aussi. Quand je fais le rééquilibrage d'une personne, que je teste le corps émotionnel, il n'est pas rare de sentir qu'il y a vraiment euh, un gros paquet d'émotions que ça bloque, parce qu'en fait, on a du mal à gérer les émotions.
Bonsoir Céline, bonsoir Anita. Où il y en a souvent du mal à gérer les émotions. Donc ce corps émotionnel, il est souvent assez chargé. Il faut savoir aussi que ce corps émotionnel ou astral, c'est ce corps-là, en fait, qui sort de notre corps physique quand nous faisons des sorties astrales. Alors, les sorties astrales, on en fait tous quand on dort, en fait, hein. Quand on dort, en fait, on sort. Mais il y a des personnes, et ça n'est pas rare, qui font des sorties astrales conscientes ou involontaires. Ça arrive aussi des gens qui me disent ben, j'étais sur mon canapé, puis d'un coup, plouf, je me suis retrouvé au plafond et je me suis vu collé au plafond et je voyais mon corps physique. Ben, ça, c'est le corps astral, en fait. C'est un peu le double astral du corps physique. Et il faut savoir une chose, c'est que quand nous mourons, en fait c'est quand l'expérience ici-bas s'arrête, parce qu'en fait, la vie ne s'arrête pas. Je vous en renvoie aux travaux du docteur Jean-Jacques Charbonnier, de Eben Alexander. Enfin, bon, voilà, c'est pareil. On n'en est plus à se poser la question est-ce qu'il y a une vie après la vie? La question, c'est est-ce qu'on va mettre les moyens pour étudier de manière plus scientifique ce qui se passe après? Effectivement, la vie ne s'arrête pas au moment où notre corps s'arrête, notre cœur s'arrête de battre. Donc, quand l'expérience ici-bas s'arrête, il y a d'abord les fonctions organiques qui s'arrêtent, donc tout le corps. Ensuite, pendant 2-3 jours, peu à peu, ça menuise l'énergie vitale. Ça veut dire que pendant 2-3 jours, après les arrêts des fonctions organiques, l'énergie vitale continue encore un peu à circuler. C'est d'ailleurs pour cela que dans les traditions ancestrales, on le savait bien, on n'enterrait jamais les gens tout de suite. On laissait toujours passer 2, 3, 4 jours. C'est pour attendre que l'être, dans toute sa dimension physique, donc organique et éthérique, vraiment mourait. Voilà. Et quand nous mourons, le corps astral, lui, il sort, soit il passe par la tête, soit il passe par une autre zone, mais lui, il continue à vivre et après l'expérience de vie ici-bas, quoi. Donc, lui, il est par-delà l'espace et le temps. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que quand, par exemple, je fais des rééquilibrages de personnes, je vérifie toujours si les corps subtils sont bien en place. Et parfois, on peut se rendre compte que le corps astral est pas vraiment à la bonne place par rapport au corps physique. Parfois, il peut être un peu décalé, un peu vers le haut, un peu vers le bas, un peu vers la droite, un peu vers la gauche. Ça peut arriver. Alors, il peut y avoir plein de motifs pour ça. Il peut y avoir par exemple des gens bah, sont un peu décalés parce qu'émotionnellement ça va pas. Alors du coup, on va se décaler un peu d'un côté. Il y a aussi des gens qui refusent l'incarnation. Du coup, vous avez le corps astral qui est un peu vers le haut. Genre, j'ai envie de me barrer, quoi. Fichez-moi la paix, je suis en haut. Vous avez des enfants notamment qui sont, parce qu'on a de plus en plus d'enfants très éveillés, mais qui sont hypersensibles et qui du coup ont du mal dans cette incarnation parce qu'en fait, dès qu'il y a un truc qui va pas, dès qu'il y a une souffrance animale ou humaine, ils s'identifient, quoi. Et du coup, ils ont du mal et en fait, souvent, quand on teste, on sent que le corps astral, il est vers le haut, quoi. Donc l'idée, c'est de le ramener à sa juste place et de le mettre bien cadré par rapport au corps physique. Donc voilà, corps astral ou émotionnel, c'est la même chose. Lui, il survit à l'expérience de l'incarnation, il continue l'aventure après, quoi. C'est lui qui sort du corps quand nous décédons. Quatrième corps subtil, c'est le corps mental. C'est le corps de tous nos rapports avec la sphère intellectuelle, avec les pensées, les concepts. Là aussi, quand on teste ce corps-là, il n'est pas rare de sentir que parfois ça bloque un peu, notamment avec les personnes qui ont un gros mental. Alors quand je dis gros mental, c'est les personnes qui ont le vélo qui tourne à l'intérieur. Vous savez, quand vous avez des soucis, parfois, il y a des personnes vont se prendre la tête avec leurs responsables, par exemple au travail, vont rentrer à la maison, ça va leur pourrir le week-end, et pendant tout le week-end, il y a le vélo qui va se mettre en place. Et du coup, ça vous pollue énergétiquement, en fait. C'est ça aussi la difficulté, c'est comprendre qu'en fait, nous ne sommes pas nos émotions, nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes traversés par des émotions, nous sommes traversés par des pensées. Donc du coup, quand je me suis pris la tête avec quelqu'un, soit ça vaut le coup d'y réfléchir parce qu'il y a une solution à trouver. Si je me suis pris la tête, mais que ça ne sert à rien de sortir le vélo à l'intérieur, dans ce cas-là, je laisse tomber. Et je peux vous assurer que ça vous fera du bien parce que tout le temps que l'on consacre à ces énergies négatives, c'est de la place que prennent ces énergies dans tous nos corps subtils. Ils viennent nous polluer en fait, comme des immenses bulles. Vous voyez, comme les bulles que l'on voit dans les BD, ben, c'est pareil. Les gens, par exemple, qui sont très dépressifs, en fait, souvent d'ailleurs, les personnes dépressives n'arrivent plus à penser. Il y a comme le vide.
Il y a comme un vide en fait à l'intérieur. Le son, on n'entend pas très fort le son. Je suis à fond pourtant, hein. Je peux pas faire plus. Je suis désolé si c'est un peu trop bas. Euh, quand les personnes sont très dépressives, euh, elles sont focalisées parfois, par exemple, quelqu'un qui n'a pas réussi un deuil, euh, on passe son temps, en fait, on est focalisé sur la mort de quelqu'un, et en fait, toutes ces idées-là prennent toute la place, et du coup, on n'a plus de place pour le reste. Et en fait, c'est pour ça que parfois, on a l'impression d'avoir la tête vide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour penser, en fait, puisque le deuil prend toute la place. Bah, du coup, là, c'est le moment où il faut un moment faire vraiment le deuil, parce que sinon, on ne peut plus réfléchir, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le quatrième corps, c'est le corps mental. Le cinquième corps, c'est le corps causal, le corps de toutes nos mémoires de cette vie et des autres vies. Vous me dites, alors, de quelle vie tu parles en fait? Bon, là, bien sûr, j'ai pas la photo des autres vies, hein. On rentre dans la notion de karma, d'incarnation. Euh, pour ceux qui ne croient pas à ça, ben, dites-vous déjà que c'est le corps subtil de cette vie-là, par exemple des mémoires de l'enfance, de l'adolescence. Pour les personnes qui soit croient, soit ont fait l'expérience, parce on peut accéder à des informations, hein, sur nos vies passées, entre guillemets, parce qu'en fait, ce sont des incarnations simultanées, hein. En fait, là, c'est comme si on vivait des dizaines d'incarnations en même temps et que chaque incarnation rentrait en connexion. Enfin, les incarnations, dans mon ressenti à moi, c'est comme si nous étions dans un immense puzzle. Chaque pièce du puzzle bougerait et chaque information, chaque mémoire que j'intègre, chaque chose que je résous dans cette vie-là fait bouger l'ensemble du puzzle. C'est un immense puzzle vivant, un peu comme des plaques tectoniques, vous voyez. Et donc en fait, euh, quand par exemple dans cette vie-là, vous arrivez à résoudre une mémoire, par exemple, vous arrivez à résoudre le, un problème lié par exemple au manque, le sentiment de manque d'amour par exemple, ou le sentiment d'abandon. Voilà, vous arrivez à résoudre le sentiment d'abandon. Ben, en fait, vous allez résoudre dans cette vie-là et dans les autres vies cette mémoire-là, quoi. Du coup, ça fait bouger le puzzle. Et du coup, ben, en fait, parfois, on arrive à libérer, grâce à des expériences dans cette vie-là, des mémoires négatives. On a résolu et on les dépasse. Donc, c'est vachement intéressant. Ou parfois, ne serait-ce que un sentiment douloureux, par exemple, de séparation qui s'est développé à l'enfance, grâce à une expérience bien comprise à l'âge adulte, on va arriver à résoudre une mémoire et la dépasser. Du coup, énergétiquement, on se libère en fait. Le corps causal, c'est le corps des causalités, donc c'est quand on arrive à aller jusqu'à la source du problème et non pas jusqu'aux conséquences. Parce que souvent, en fait, c'est un exemple, souvent on pense que c'est le problème, il est à l'extérieur. Le problème, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas à l'intérieur. Nous, c'est pas le problème. Nous, c'est la solution. Donc, si on veut résoudre en fait un problème, c'est à l'extérieur qu'il faut aller. Par exemple, imaginons, je sais pas moi, quelqu'un qui passe son temps à croiser que des gens qui le maltraitent. Comment ça se fait qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je croise que des gens qui me maltraitent? Ça ne veut pas dire que c'est ma faute, mais qu'est-ce que je peux résoudre à l'intérieur qui va faire que je n'attirerai plus ce genre de profil-là? Alors qu'à l'inverse, vous avez la personne à côté, les personnes qui maltraitent les autres n'approcheront pas à moins de 5 mètres. Donc ça veut dire que si je veux bien me pencher à l'intérieur, aller à la source des choses, comprendre pourquoi moi j'attire ce genre de personnage, peut-être que je vais arriver à comprendre. Je ne dis pas que ça va être évident, mais les réponses, elles sont toujours à l'intérieur. Elles ne sont pas à l'extérieur. C'est comme au niveau de qui c'est qui va donner un sens à ma vie, quoi. Si vous attendez que quelqu'un à l'extérieur vous le donne, soit vous allez tomber sur un tyran, soit sur un bonimenteur ou un charlatan, quoi. Personne ne me dit ce que j'ai à faire dans la vie, quoi. Je fais ce que je veux. Dans la limite, bien sûr, de ne pas faire du mal aux gens. Mais j'allais dire, celui qui veut faire du mal aux gens, s'il le fait en conscience, c'est son problème. Mais si vous attendez que quelqu'un d'extérieur vous dise ce qu'il faut faire dans la vie, c'est mal barré, quoi. Voilà, donc le corps causal, le corps de toutes les mémoires lointaines de cette vie et des autres vies. Sixième corps subtil, le corps bouddhique. Le corps bouddhique lui renvoie en fait à toutes les notions de reliance entre nous
et de la connaissance. C'est le corps qui renvoie aux connaissances réelles sur l'univers et sur nous-mêmes, au-delà des savoirs futiles. Plus on se développe, d'ailleurs, lui, il a un lien privilégié avec le troisième œil, hein. Troisième œil, corps bouddhique, la connaissance, le troisième œil. Ça n'a rien à voir avec développer des savoirs livresques. Ça veut dire que plus vous ouvrez votre troisième œil, plus vous accédez à la connaissance des choses, sans pour autant lire énormément de choses. C'est presque, j'allais dire, presque des connaissances instinctives sur vous et l'univers. Donc, plus on s'ouvre à soi, plus on s'ouvre à la vraie connaissance, et pas au pseudo-savoir qu'on nous fait avaler du matin au soir, et bien en fait, plus ce corps subtil se développe. Et septième corps subtil, c'est le corps divin ou atmique. En fait, c'est le corps de l'unité avec le tout. En fait, quand ce corps termine de se réaliser, en fait, on termine le cycle des incarnations. En général, on ne revient plus dans les incarnations parce qu'en fait, on a fait toutes les expériences, on a compris tout ce qui s'est passé, et en fait, ça se termine. Ça prend du temps parce que généralement, on a besoin de vivre plusieurs incarnations pour comprendre l'ensemble des problématiques auxquelles on est confronté, de jouer le bon, le méchant, de souffrir, de faire souffrir, de comprendre à quel point ça peut faire mal, de faire souffrir les gens. On joue tous les rôles et puis quand on a compris tout ça, qu'on a intégré réellement toutes les choses, on finit d'intégrer ce corps divin. Et seulement à ce moment-là, on termine nos incarnations sur Terre. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au rééquilibrage collectif? Je bois un petit coup. Donc, bien comprendre pour conclure euh, l'intérêt majeur de connaître et de prendre soin de ses chakras et de son aura, qui sont intimement liés parce qu'en fait, ils participent à notre équilibre physique, émotionnel, mental, spirituel. Ils permettent de bien vivre l'incarnation, de trouver une juste place dans ce monde et de mettre une juste place entre nous et le monde environnant. Voilà. C'est tellement essentiel, ça nous permet de bien vivre dans la 3D, mais aussi d'accéder à des informations par-delà la 3D, parce que nous avons une part de nous-mêmes, notre âme conscience, qui est par-delà l'espace et le temps. Et du coup, si nous trouvons cette juste place entre le haut, c'est-à-dire l'âme conscience, et le mental, et que nous laissons notre part divine ou universelle prendre les choses en main, nous rendons compte que notre vie devient de plus en plus fluide. À l'inverse, quand on fait les choses à l'envers, qu'on met le mental au-dessus, et en fait, là, notre vie devient plus compliquée parce qu'en fait, on- on a une vie mentale, donc très robotique, très répétitive. Et c'est en fait notre société occidentale, et j'allais dire plus qu'occidentale, parce que le monde entier s'est un peu construit là-dessus, c'est un peu la vision du monde métro boulot dodo, quoi. En fait, c'est le métro boulot dodo, c'est la victoire du mental élevée à l'échelle de valeurs sociétales. Mais ça n'est pas une vérité en soi, c'est juste nous qui, on a tellement voulu très fort foutre ce mental au-dessus qu'en fait, on s'est construit un monde comme ça, quoi. Et j'allais dire, l'accomplissement ultime, c'est le transhumanisme, quoi. C'est croire qu'en se foutant des trucs dans le corps, des plaques, des puces sous la peau, on deviendra des surhommes. C'est une vision complètement puérile des choses. En fait, le vrai chemin, c'est de partir à la conquête de nous-mêmes, de partir à la conquête de toute nos potentialités. On n'a pas besoin de foutre des puces sous la peau pour devenir des surhommes. On est déjà, on est déjà potentiellement plus que des hommes, mais on oublie notre part divine. Voilà, mais ça aussi, parler du transhumanisme, enfin, et toute la vacuité qu'il y a derrière tout ça, quand il n'y a pas tous les dangers, parce que derrière tout ça, il y a aussi le contrôle des populations, hein. Mais penser qu'en se foutant des trucs sous la peau ou sur la tête, on va se développer, enfin, c'est n'importe quoi, ça va finir en Frankenstein, quoi, ce truc-là. Bon, on est tellement. Enfin, on est quand même le divin qui s'incarne dans la matière. Vous croyez qu'on a besoin de ça pour se développer? On a juste besoin de prendre conscience qu'on est divin et et qu'on doit retrouver la sagesse, par contre. C'est-à-dire dans la sagesse dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on est tellement puissant qu'on est capable de s'autodétruire. On est capable aussi de s'aider, de s'aimer, de construire des choses. Donc voilà, c'est ça l'intérêt. C'est prendre conscience qu'on est tout puissant, mais que cette toute puissance ne nous octroie pas pour autant le no limit, quoi. Pour reprendre une phrase d'une publicité, pourtant je ne vois pas trop la télé, mais je crois que c'était pour une voiture ou quoi, c'était sans maîtrise, la puissance n'est rien.
Et c'était exactement ça. C'est-à-dire que l'être humain est très puissant, mais qu'est-ce qu'il en fait de cette puissance, en fait? Je détruis, je construis. Bon, moi, j'ai choisi la voie du milieu, donc j'essaie de construire sans pour autant sombrer dans le tout l'un ou tout l'autre, dans le tout destructeur ou me prendre pour. Je suis pas un gourou non plus, hein, donc j'essaie de. Mais c'est pas des chemins faciles, voilà. Mais c'est le chemin auquel on est invité, quoi. Voilà. Maintenant, pour toutes celles et ceux qui le souhaitent, je vous invite, si vous le souhaitez, à un rééquilibrage collectif de vos chakras, de votre aura, et aussi de vos peurs irrationnelles s'il y en a, et des mémoires énergétiques négatives qui souhaiteraient partir. Alors, deux choses importantes. Première chose, je vous invite à vous détendre vraiment, à vous relâcher, tranquille. Et comme c'est vous qui décidez de lâcher les choses, hein, c'est pas moi le guérisseur, je suis pas guérisseur moi. C'est vous qui décidez de lâcher. Moi, je suis juste là pour vous aider à donner la petite pichenette pour faire partir les énergies. Donc, c'est vous qui décidez jusqu'où on va aller pour nettoyer ça. Donc, dites, dites-vous vraiment à l'intérieur de lâcher, de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui est lourd. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va commencer. Donc, je le fais collectivement, c'est-à-dire que au-dessus, ils vont vous enlever ce qui semble juste pour vous. Et autre chose très importante, si vous prenez cette vidéo en replay dans un jour, un mois, un an, sachant que l'espace et le temps sont des illusions de la 3D, les effets seront les mêmes au niveau du rééquilibrage énergétique. Il vous suffit de vous mettre, de poser l'intention d'être connecté à l'instant présent de cette vidéo et les effets bénéfiques seront les mêmes. Voilà, on va y aller. Allez, on va aller sur le chakra racine. On va couper tous les liens négatifs de toutes les personnes qui le souhaitent, bien sûr, et pas celles qui ne le souhaitent pas. Je respecte toujours infiniment le libre arbitre. Voilà. Et ensuite, on nettoie et on fait circuler les bonnes énergies. Amour, lumière, pureté, guérison. Le chakra sacré maintenant. Allez, tout ce qui est plaisir, goût de la vie, créativité, on enlève tout ce qui bloque, tout ce qui nous empêche d'avancer à ce niveau-là. On libère. Et on nettoie énergétiquement tout ça. On fait circuler les énergies. Ok. Le plexus solaire. On coupe toutes les énergies qui nous empêchent de mettre en place notre pouvoir personnel, notre capacité d'agir, notre volonté, tout ce qui bloque à ce niveau-là. On coupe, je coupe tout ça. Et ensuite, je nettoie, je fais circuler amour, lumière, guérison, pureté, dans tout ça. Ok, le chakra du cœur. On coupe tous les liens négatifs au niveau du chakra du cœur. Et on purifie. Avec tous les êtres de lumière qui veulent bien œuvrer. Car je ne suis que le médiateur. Le chakra de la gorge, tout ce qui nous bloque là, à ce niveau-là. Allez, tout ce qui nous empêche de communiquer, de nous exprimer. Je coupe tous les liens négatifs. Et on fait circuler amour, lumière, guérison. Ok, le troisième œil. Globalement, c'est pas trop mal, c'est plutôt bien ouvert, quoi. C'est pas là où ça bloquait le plus. Ok. Et on fait circuler les bonnes énergies à ce niveau-là.
Le chakra coronal. Et on fait circuler. Ok. Après avoir nettoyé maintenant, avec les aides de lumière, on réaligne les 7 chakras qui peuvent être des fois un petit peu décalés. Voilà, pour qu'ils soient bien droits. Bien alignés de haut en bas. Ok. Et maintenant, on va nettoyer le corps physique en coupant tous les liens négatifs au niveau du corps physique. Et on nettoie. Hop. Le corps éthérique, le corps de l'énergie vitale, pour qu'elle circule avec fluidité. Et on fait circuler amour, lumière, pureté, guérison au niveau du corps éthérique. Le corps émotionnel ou astral. Voilà, il y a souvent un paquet là qui bloque. En coupant tous les liens, on coupe les circuits d'alimentation. Et on fait circuler. Pour le corps mental maintenant. Et on fait circuler toutes les bonnes énergies dans tout le corps, dans toutes les dimensions. Le corps causal. Ok. Ok. C'est bon pour le corps causal. Le corps bouddhique. Et on termine par le corps divin. Ok. Maintenant, on va voir s'il y a des peurs irrationnelles qui vous bloquent. Allez, on va couper le circuit d'alimentation pour ces peurs irrationnelles qui nous empêchent d'avancer. Et maintenant, des mémoires karmiques négatives qui reviennent à la surface et qu'on peut libérer. On fait de la place à tout ça. Place au neuf. Ok. On va terminer par la bénédiction de l'être divin que vous êtes. Voilà. Bien. Bah, écoutez, c'était bien intense, énergétiquement. Pour les personnes qui ont participé au rééquilibrage, sachez que bah, comme toute séance de rééquilibrage énergétique, comme toute séance chez l'ostéo, parfois très ponctuellement ça peut travailler, puisqu'en fait on a fait bouger la structure
On a enlevé les énergies que vous avez décidé de libérer, les énergies un peu lourdes, on les a remplacées par des énergies un petit peu plus légères, donc ça va un petit peu bouger, mais c'est toujours très ponctuel. Dans tous les cas, ça n'a pas retiré ce que vous ne voulez pas laisser partir, donc toujours dans le respect total du libre arbitre de chacun. Ouais, bah écoutez, après cette heure bien riche, je vous remercie infiniment. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette conférence en ligne. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien et prenons soin de nous. Au revoir.